Salut Samuel Churin. Salut. Salut Pierre. Salut Pablo, salut Samuel. Alors, tu es comédien et membre de la commission de la coordination des intermittents et des précaires. La culture et tout particulièrement le spectacle vivant traverse une grave crise en ce moment, dans la mesure où littéralement tout est bloqué. On va y revenir, mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque la pétition que tu as lancée. Hier, dans change.org, tu as lancé une pétition pour un nouveau Conseil national de la résistance. Tu dis que nous vivons une crise sanitaire qui tue, mais que demain, la crise sociale sera bien plus mortelle encore. Alors d'abord, on a reproché à Macron d'abuser de la rhétorique guerrière. Pourquoi cette référence au CNR, au Conseil national de la résistance, est-elle importante pour toi aujourd'hui? Parce que je pense qu'il faut reprendre les idées qui ont présidé à l'État-providence dont tout le monde parle. Il faut revenir à la source. Le Conseil national de la résistance a eu deux bonnes idées, à savoir prendre des mesures immédiates et ensuite préparer l'avenir de manière plus pérenne. Eh bien, c'est exactement, à mon avis, ce qu'il faut faire. Il faut prendre des mesures immédiates pour éviter que tous les précaires basculent au RSA et crèvent de faim, parce que c'est ce qui va se passer là concrètement. Quand je dis les précaires, c'est concrètement tous ceux dont on ne parle jamais dans les médias, nulle part. C'est ceux qui vont échapper à au chômage partiel. Là, tous les intermittents de la restauration, par exemple, tous ceux qui devaient travailler au Festival de Cannes, dans les mariages, tout ce que vous voulez, là, tous ceux-là, ils n'ont rien. Ils sont en train de crever. Ils sont en train de crever de faim, je le dis, parce qu'ils n'ont pas de contrat en cours et que les employeurs ne leur font pas de contrat. Donc, eux n'ont pas de chômage partiel, par exemple. Et pour les intermittents du spectacle, ça va être pareil, la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui est activité réduite, c'est quand même les chômeurs de catégorie B et C, dont on ne parle jamais. C'est 2 200 000 personnes. Tous ces gens-là ne sont pas couverts. Et donc, je pense toujours qu'il faut absolument repartir de l'idée de Croizat, donc post-CNR, on est après-guerre, et son idée est une idée absolument géniale, mais on va y revenir. La pétition, elle dit qu'effectivement, il faut revenir à l'essence même de ce que Croizat a dessiné, mais la pétition dit aussi qu'il s'agit à minima de prolonger ce qu'a fait effectivement la pensée de Croizat, mais aussi d'organiser des droits inconditionnels attachés à la personne en matière de revenus. Ça veut dire que la pétition, elle plaide plus ou moins pour un revenu universel maintenant pour tout le monde? Non, ce n'est pas, je ne donne pas de solution, parce que moi, ma solution personnelle, ce n'est pas un revenu universel. Mais alors, du coup, si ce n'est pas un revenu universel, ce que fait Macron en ce moment en donnant une centaine d'euros aux ceux qui sont au RSA aujourd'hui, jusqu'à même 300 euros en fonction du nombre d'enfants, ça correspond, ça répond pour partie à l'inquiétude de la pétition? Non, ça ne répond à rien. À la limite, quand je parle de mesures d'urgence, ce serait de donner 1 500 euros à tout le monde pendant X mois jusqu'à trouver des mesures pérennes. C'est pas donner des miettes. Ces gens-là ne s'en sortiront pas. Non, quand je parle de droits inconditionnels attachés à la personne et détachés de l'emploi, c'est ce que Croizat a fait. C'est ça l'idée géniale de Croizat avec le régime général de la sécurité sociale, car c'est du génie politique de dire on va détacher ça de l'emploi. Ce qui fait que le clochard y a droit. Ce sont des droits inconditionnels attachés à la personne. À l'époque, le chômage n'existait pas. Donc, effectivement, il étend la sécurité sociale aux retraites, etc., etc. Il faut un grand plan. La sécurité sociale n'est pas limitée à la santé. Après, les libéraux l'ont démonté, mais n'est pas limitée à la santé. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut imaginer une sécurité sociale salariale, salariale, en termes de salaire, pas en termes de revenus, de primes, etc., en termes de salaire. C'est pour ça que ma solution à moi, que je prône depuis des années, c'est une couverture par l'assurance chômage pour tous. C'est simple. Le modèle des intermittents montre que ça marche. Nous bénéficions d'une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Nous avons des contrats de temps en temps, des fois de 2 jours, de 3 jours, des fois d'1 mois, et c'est du gruyère. Et dans les trous où nous ne sommes pas salariés, nous bénéficions de l'assurance chômage. Mais nous payons des cotisations sur l'assurance chômage, ce qui assure une véritable continuité de salaire. Et je pense qu'il faut arrêter avec cette politique de l'emploi à tout prix. C'est bien qu'on trouve des solutions pour l'emploi, je n'ai rien contre l'emploi, mais à force d'être dans cette obsession de l'emploi à tout prix, on crée à côté des millions de pauvres, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'en trouveront jamais, contrairement à ce que dit Macron en traversant la rue, ceux qui sont en activité réduite
et qui, là, je l'espère, on va en parler, vont se faire massacrer dès le 1er septembre avec la réforme de l'assurance chômage qui va leur tomber, dessus. Et avant, je demande à tout le monde. Samuel, avant le 1er septembre, Samuel, il y a le 12 mai. Est-ce que tu n'as pas justement le sentiment que, allez, si on considère que l'économie française repose sur 98% des entreprises qui sont des petites entreprises, des PME ou des TPE, que leur principal souci à eux, c'est justement d'avoir leur emploi maintenu? Oui, ça c'est très important que ces entreprises, évidemment, aient leur emploi maintenu, mais on ne peut pas tout miser sur l'emploi maintenu. Parce qu'on voit bien, on voit bien ce que ça donne en temps normal. En temps normal. Si le coronavirus n'avait pas existé, je le dis, nous l'avons prédit, d'autres l'ont prédit. Mathieu Grégoire, Claire Vivès ont fait une étude remarquable là-dessus. Au 1er avril, les chômeurs du régime général et particulièrement ceux qui sont en activité réduite, les 2 200 000 personnes qui sont en activité réduite, se seraient fait massacrer. Là, ils ont repoussé la réforme au 1er septembre. Il faut bien imaginer ce que c'est. Je voudrais prendre 30 secondes, 1 minute là-dessus. Il faut bien imaginer ce que c'est. Vous êtes un travailleur à activité réduite. Vous faites des extras pour le nôtre, pour, je ne vais pas citer des boîtes, mais pour les boîtes, le week-end, etc., etc. De fait, on a besoin de ces gens-là. Le Festival de Cannes, il n'emploie pas des permanents toute l'année. Donc, on a besoin de surplus. Donc, on a besoin de ces gens-là. Bien. Eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas la chance d'être intermittents du spectacle comme nous, mais ils sont quand même intermittents de l'emploi. Bien. Ils sont en activité réduite. Jusque-là, ces gens-là, eh bien, si je prends le cas de X ou Y, en moyenne, ce type-là, il avait 50 € d'indemnité journalière par jour quand il ne travaillait pas. Et maintenant, ces 50 € vont basculer à 5 € ou 6 € ou 10 €. C'est des 10 fois moins. Vous voyez, au niveau du pouvoir d'achat, c'est hallucinant ce qui va leur arriver. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories au niveau du chômage qui ont été touchées là, par la dernière réforme. C'est les cadres, on en a beaucoup parlé parce qu'évidemment, eux, ils ont pignon sur rue. Donc, effectivement, sur les 4 milliards € d'économies sur l'assurance chômage, les cadres vont être touchés parce qu'on rogne leurs indemnités, donc on estimait qu'ils étaient un peu trop grandes, donc on a baissé le plafond. Okay, donc ceux qui touchaient 7 000 € par mois de chômage ne vont plus pouvoir le toucher, mais le plafond a été baissé. Okay, ça va faire des économies, mais à la marge. Sur les 4 milliards € d'économies de la réforme d'assurance chômage, c'est les pauvres qui vont manger. C'est eux sur lesquels sont concentrées toute la réforme. Voilà. Et les intermittents du spectacle? Comment? Alors, les intermittents du spectacle n'ont pas été touchés par cette réforme. C'est-à-dire qu'ils ont été épargnés par cette réforme. Mais là, le problème, et donc je voudrais en parler évidemment tout de suite, le problème, c'est qu'effectivement, nous ne pouvons plus travailler. Et là, toutes les heures qui ne sont pas faites, non seulement ça fait des salaires en moins, mais en plus, ça fait des critères d'accès. Les critères d'accès, c'est le nombre d'heures minimum pour rentrer dans un régime d'assurance chômage. Nous, c'est 507 heures. Il est clair que là, au niveau du spectacle vivant, on prévoit tous une année noire ou une année blanche, comme vous voulez, pour tout le monde. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas des mesures d'urgence qui sont faites pour systématiquement rattraper tout le monde, à savoir, on arrive à la date de renouvellement, si on a fait 16 heures, on renouvelle, si on n'a pas fait 16 heures, on renouvelle automatiquement pour 1 an. Hein. Et c'est ça qu'il faut appliquer. Il faut vraiment appliquer ça, parce que sinon, on va tous basculer au RSA. C'est obligé, on ne peut pas travailler. Et en plus, vous vous rendez compte, l'annulation d'Avignon, ben, c'est hallucinant. Avignon, c'est le plus grand marché du spectacle vivant au monde, le plus grand marché au monde. Hein. Il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire que les compagnies, les 3/4 des compagnies misent sur Avignon, non seulement pour pour travailler, pour montrer leur spectacle, mais surtout pour les vendre. Hein, pour les vendre. Je rappelle toujours, moi, la dernière fois que j'ai fait Avignon Off, mon spectacle, on a vendu 78 dates. Vous imaginez 78 dates. 78 dates, ça s'est étalé sur 2 saisons. Mais si je n'avais pas eu ça à un moment donné, moi aussi, je serais mort. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les conséquences sont bien au-delà de tout de suite maintenant. L'annulation du festival, elle a été une mauvaise décision pour toi? Non, elle a été. Après, ça regarde les gens au truc. Heureusement, elle est arrivée. Elle est arrivée je dis pas un peu trop tardivement. Elle est arrivée quand elle est arrivée. Tout le monde savait que ça allait être annulé vu les conditions sanitaires. On a bien compris que déconfinement ne signifie pas autorisation des rassemblements. On ne peut pas se permettre d'avoir autant de gens dans un même lieu, hein, tout comme les grands festivals n'auront évidemment pas lieu. Mais il faudrait que… je ne parle pas des directeurs ou des dirigeants des festivals. Je pense que c'est aux politiques de prendre la main. Et c'est ça qui manque. Depuis 15 jours, nous réclamons à l'État, nous réclamons au gouvernement
de prendre des dispositions et de décréter une crise sanitaire avec état d'urgence afin que notamment tous les contrats soient caducs dans le sens où vous savez que toutes les petites compagnies là ont engagé des frais pour Avignon. C'est-à-dire qu'elles ont payé des arts pour louer les salles. Hein. C'est 10 000 euros, 12 000 euros, 20 000 euros le créneau de 2 heures. Il faut bien se rendre compte de ça. Avignon est un grand marché privé au niveau du œuf. Hein. Alors, si l'état d'urgence est appliqué, à ce moment-là, les contrats pourront être caducs et ces compagnies pourront être remboursées par les propriétaires de ces lieux. Alors, je ne sais pas si tu as écouté le ministre de la Culture ce matin qui était sur France Inter. Allô? Oui, non, je ne l'ai pas. Il serait au festival. Comment? Ouais, il a dit qu'il serait aux côtés des festivals. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'il sera aussi du côté des intermittents ou ce sera que du côté, je ne sais pas moi, par exemple, que du festival IN, par exemple, pour parler d'Avignon? Et pour le moment, on a un ministre de la Culture qui ne prend absolument aucune décision. Hein, qui n'a pas pris de décision quant au festival. Il a fallu que Macron annonce ça et qu'ensuite les dirigeants du festival se trouvent effectivement obligés de fait d'annoncer l'arrêt d'Avignon. Nous avons des politiques qui ne prennent aucune décision. Donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent en fait. On sait que là, ça va être une immense catastrophe hein, pour tout le monde. Moi, je leur supplie de travailler sur la question et de mettre en place tout de suite, là maintenant, un grand plan social pour au moins sauver les droits sociaux des intermittents du spectacle. Là, nous avons bien compris que artistiquement, c'est une catastrophe. Hein, voilà, artistiquement, c'est une catastrophe. Vous imaginez quelqu'un qui, depuis 2 ans, 3 ans, travaille sur un projet, l'a produit, etc., devait répéter, devait jouer, c'est terrible à ce niveau-là. Mais si en plus cette personne-là, et c'est ce qui va se passer, qui devait de fait renouveler ses droits, hein, qui aurait renouvelé ses droits, bascule au RSA parce que rien n'est fait, là c'est monstrueux. Parce que ce qui va se passer, et c'est cynique ce que je dis, mais c'est vrai, ce qui va se passer, c'est avec le coronavirus, l'assurance chômage va faire un grand plan d'économie. Parce qu'il y a énormément de gens qui, de fait, auraient dû renouveler parce qu'ils auraient dû faire tranquillement leurs heures et qu'ils ne les feront pas. Donc, tous ces gens-là, si vous voulez, auraient dû émarger à l'assurance chômage, mais n'auront pas les critères d'arché, n'auront pas leurs heures et donc feront des économies à l'assurance chômage. C'est ça le plus cynique. Hein. Nous demandons à ce que tout le monde soit renouvelé. Il faut que tout le monde soit renouvelé, c'est une obligation. Et pour le moment, écoutez, le gouvernement gère les affaires courantes, il procède par petites touches, par petits pansements. Et pour le moment, effectivement, il ne se passe rien. Ce n'est pas des primes de 100 euros ou de 200 euros qui vont régler le problème. C'est toujours des petites solutions à court terme. Vous voyez, il faut penser déjà là un plan pour l'année qui vient, hein, et puis un plan pour la reconstruction. Pourquoi est-ce que j'ai appelé au CNR? C'est parce que Macron dit que ce ne sera plus jamais comme avant. Ben moi, je ne veux pas le laisser faire, ce ne sera plus jamais comme avant. Car on a bien vu concrètement sur sa dernière annonce, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, je veux pas que ce soit comme avant. Appel aux jours heureux, donc Conseil national de résistance, appel à l'État-providence. Et sur la première décision qu'il prend, c'est un arbitrage économique. Hein. On sait très bien que son argument sur les écoles, c'est totalement bidon. L'argument d'égalitaire, c'est totalement bidon. Hein. Pourquoi est-ce qu'il autorise les crèches, hein, la réouverture des crèches et pas les universités? Parce que dans un cas, c'est les parents qui gardent les enfants et dans l'autre cas, ce n'est pas les parents qui gardent les enfants. Donc, on sait très bien que c'est le MEDEF et toutes les boîtes qui ont poussé pour surtout que les enfants retournent à l'école afin que les parents soient libérés et puissent retourner travailler. Donc là, ce n'est pas été un arbitrage sanitaire, c'est un arbitrage économique. Tout le monde le sait. Et exactement comme pour les masques, pour masquer ça, il dit « Ah ben non, ce n'est pas un argument, ce n'est pas du tout pour que les gens retournent travailler. Hein. Mon souci, c'est l'inégalité. Et pour pallier l'inégalité, eh bien, je vais renvoyer les élèves à l'école. » Donc, on voit bien que là, déjà, hein, il annonce l'État-providence, ce ne sera plus jamais pareil, etc. Et en même temps, il fait 2 annonces, il donne des primes aux infirmiers, alors que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il réclame des vraies augmentations de salaire. Hein. Il a fait la même chose pour les gilets jaunes. Au lieu d'augmenter le SMIC, il leur donne une prime. Hein. Et tout ça, ça échappe aux cotisations sociales, ça échappe à tout ça. Donc tout ça, c'est la méthode libérale.
C'est pourquoi je voudrais revenir 2 secondes sur ce que disait Pierre tout à l'heure par rapport au revenu universel. Je pense que c'est une solution extrêmement dangereuse, mais que c'est déjà dans la poche des libéraux. Ils ont déjà cette solution-là parce qu'on sait que c'est déjà sur la table. Pourquoi dangereuse? Parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent nous pondre un revenu universel qui soit très bas, hein, à 700 ou 800 euros, et qui en fait remplace toutes les aides déjà existantes. Hein. C'était leur idée. Remplace l'éducation adulte handicapé, les APL, remplace tout. Hein. Et ils vont faire une espèce de grand ensemble. On dit voilà, on vous donne un revenu. En fait, ça ne leur coûtera pas plus cher parce que ce sera la réunion de tout ce qui existe déjà. Et au niveau de l'affichage, ils apparaîtront comme des gens qui donnent de l'argent à tout le monde. Mais vous voyez, il y a plusieurs façons quand même de donner de l'argent. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit comme les tontons Macoute à l'époque à Haïti qui balançaient des billets comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On ne demande pas des subsides et des primes et des miettes. Hein. Il faut penser vraiment en continuité de salaire. C'est ça qu'il faut penser. Visite, Samuel. Comment? On a de la visite, ça sonne. Ah, d'accord. Alors, je fais entrer notre invité. Ok. Oh, Daniel! Comment tu vas, Samuel? Comment ça va? Je suis content de te voir. Ça fait une éternité. Bon, alors, je ne vous présente pas. Non, c'est pas la peine. Danielle Simonet, conseillère de Paris, grande oratrice de la France Insoumise et membre du Parti de gauche. Samuel Churin. Daniel a une question pour toi. Oui, écoute, Samuel, d'abord, ravi de te voir depuis mon petit balcon confiné. On a le sentiment que Macron est en train de préparer le déconfinement avec autant d'absence de planification qui peut s'avérer vraiment criminelle, c'est-à-dire pas de tests, pas de masques, et que finalement, on va même utiliser nos enfants comme des boucliers humains. Et puis, on a vraiment le sentiment que l'économie est privilégiée sur nos vies, et que tout ça est extrêmement inquiétant. Vous, les artistes, les intermittents, tous les travailleuses et travailleurs de la culture, vous êtes terriblement impactés par la crise sanitaire, économique et sociale qui l'accompagne. On a là une date importante pour moi, qui est le 1er mai, surtout dans un contexte où Macron vole nos mots, vole le titre même du programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, alors qu'il veut poursuivre la même politique et notamment, il n'a absolument pas annoncé l'abandon de la réforme de l'assurance chômage et de la casse des retraites. Voilà, sur ce 1er mai, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Parce que je pense on a besoin de vous, parce que vous êtes créatifs et vous êtes incontournables pour nos émancipations, pour qu'on puisse, malgré le confinement, avoir un 1er mai de contestation sur nos balcons, dans les réseaux sociaux. Ça me semble déterminant parce que le jour d'après, ça se construit dans nos résistances dès maintenant. Alors, sur le 1er mai. C'est un peu une question piège pour moi, parce que c'est vrai que je n'avais pas réfléchi au 1er mai. C'est pas un piège. Hein. Non, mais j'avais pas. Pour beaucoup d'entre nous, le 1er mai sera sans doute la première fois que le 1er, on ne sera pas dans la rue. Pour beaucoup d'entre nous. Exactement. Ce sera une des premières fois qu'on ne sera pas dans la rue. Alors, j'ai pas réfléchi à la question, et c'est vrai que j'ai tendance personnellement à dissocier mon travail entre guillemets politique sur les droits sociaux au travail artistique. Donc, c'est vrai que je suis désolé, mais j'ai tendance à dissocier les deux. Et je n'ai jamais personnellement animé de manifestation ou, vous voyez ce que je veux dire, ou agrémenté les manifestations. Donc, il va falloir faire preuve d'imagination pour le 1er mai. Il va falloir faire preuve. Voilà, le 1er mai. Hein. Oui, il va falloir faire preuve d'imagination, mais je me demande toujours si l'habillage, en fait, je me méfie toujours des habillages. Parce que oui, ça va être intéressant. Ça peut être intéressant d'animer le 1er mai, mais je me méfie toujours qu'on retienne la musique et pas les paroles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi pas? Lançons un appel au 1er mai. Lançons un appel artistique. En tout cas, il faut qu'il y ait un appel, à mon avis, au 1er mai. Et je pense que, parfois, les musiques permettent de faire en sorte que les mots soient mieux retenus. Donc, Oui, absolument. Mais je dois avouer que je n'y avais pas du tout réfléchi. On va finir là-dessus, mais Daniel, de ton côté, j'imagine que tu y as réfléchi. Ça veut dire qu'il y aura des manifestations en ligne, il y aura
différents événements comme cela? Je pense qu'il faut qu'on contribue dans un cadre le plus large possible à faire de ce 1er mai un 1er mai certes confiné mais pas muselé. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense que les manifs en ligne des 2 derniers samedis ont permis à tout un tas de militants, de citoyens de pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est hyper important de bien montrer que le confinement, ça ne veut pas dire qu'on est bâillonné, et refuser cela, et que vraiment, au contraire, le débat, l'implication, la mobilisation se réinvente. Je pense que c'est déterminant pour la suite, surtout que la situation elle est très grave, très préoccupante, et qu'il y a vraiment, ils auront des comptes à rendre. Et dire plus jamais ça, ça veut bien vouloir dire on ne veut pas que le monde d'après soit pire qu'auparavant. Or, c'est ce qui nous prépare. Et donc, notre mobilisation doit se réinventer, y compris en confinement. Et je pense que nos modes de militantisme doivent se réinterroger et se réinventer dans ce confinement. C'est pourquoi, Daniel, j'ai lancé un appel pour recréer un CNR. Je pense qu'il faut vraiment le faire. Ouais. Il faut vraiment le faire. Oui, nous, par exemple, on a bossé sur la réactualisation de l'avenir en commun, parce qu'on voit bien que toutes les mesures de rupture à prendre sont déterminantes à réinterroger à la hauteur de cette crise. Parce que pour moi, on n'est pas en guerre contre le coronavirus. On subit en fait des décennies de guerre libérale qui fait que nous ne sommes pas en capacité de bien résister à cette épidémie. Et donc là, on voit bien comment on va nous enfermer. On est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Quand tu veux, la prochaine fois, tu viens dans la midinale, on va le faire bientôt d'ailleurs. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Eh ben, très bien. Merci d'être venu poser une question à Samuel. Merci. Bon courage, Samuel, et bon courage à tous. Salut Daniel. De la culture. Salut. Ciao Daniel.